Imaginons un peu une scène assez surréaliste en fait. Une petite table de café. Ouais, juste une simple table. Voilà, une table avec deux chaises, mais posée au beau milieu du vide absolu. Genre, pas d'espace, pas de temps, pas de matière, rien. Le néant total, quoi. Avant même le commencement de l'univers. C'est ça. Et soudainement, au milieu de ce rien du tout, paf, une minuscule singularité jaillit. Ouais, elle explose et se déploie à une vitesse inconcevable. Exactement. Elle crée d'un seul coup le temps, l'espace, l'énergie. Et tout ça sans l'intervention d'aucun magicien. C'est littéralement le plus grand tour de passe-passe de l'histoire. Et c'est exactement le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. On plonge dans les écrits de Howard Bloom. Ah, son fameux livre The God Problem, How a Godless Cosmos Creates. Voilà. Et notre mission pendant cette plongée, c'est de décrypter une des plus grandes énigmes de l'existence, en fait. C'est-à-dire comment un univers purement matériel arrive à créer tout ça. Ouais, totalement dépourvu d'esprit divin ou de créateur conscient. Comment il génère de l'innovation, de la nouveauté? Des structures d'une complexité complètement dingue, des étoiles jusqu'à la conscience humaine, quoi. C'est un défi intellectuel colossal quand on y pense. Bah c'est clair. La première réaction des gens face à ça, c'est souvent le vertige. Tu m'étonnes. Retirer la figure de l'architecte céleste, c'est quand même se priver de notre explication la plus intuitive. Celle qu'on a toujours utilisée pour justifier l'ordre du monde. Sans ce grand horloger, le mystère, c'est plus de savoir qui a construit la montre. Mais plutôt comment les rouages ont pu s'usiner et s'assembler par eux-mêmes. Depuis le chaos absolu, ouais. C'est un changement de paradigme vertigineux. D'accord. Alors, décortiquons tout cela. Faut d'abord voir d'où vient cette volonté farouche d'écarter l'idée même d'un créateur. C'est ancré dans une jeunesse très personnelle pour l'auteur. Faut remonter dans les années 50. À Buffalo, c'est ça, hein? La ville industrielle. Ouais. L'auteur a 12 ans, il est victime de harcèlement scolaire, c'est hyper dur pour lui. Ah, la fameuse période où il trouve refuge dans la science. Exactement. Il se crée un monde intérieur avec ses amis décédés, comme il les appelle, Galilée ou Anthony van Leeuwenhoek. Le gars qui a inventé le microscope. C'est lui. Et là, juste avant sa bar mitzvah, il décide d'appliquer la règle d'or de la science à la religion. Chercher la vérité à tout prix, sans aucune concession. Il passe la religion au microscope. Et le passage au crible est vraiment sans appel. Il se concentre sur une lecture hyper littérale du livre de Job. Ah oui, cette histoire biblique. Bah ouais, dans ce récit, Dieu décide de prouver la foi de Job à un personnage appelé l'accusateur. Et pour faire ça, il détruit toute sa richesse. Genre 7000 moutons, 3000 chameaux. C'est pas tout. Il va jusqu'à tuer les 10 enfants de Job. Attends, vraiment? C'est 10 enfants? Ouais. Et il le torture physiquement avec des furoncles douloureux. Et tout ça, le texte souligne bien que c'est juste pour gagner un pari. C'est chaud. Quand on regarde ça avec une froide logique scientifique, la conclusion est brutale. Si un être omnipotent agit comme ça, c'est pas un père bienveillant. C'est ni plus ni moins qu'un tueur en série à l'échelle cosmique. Exactement. Et si on ajoute à ça l'histoire de la biologie, avec des billions d'organismes voués à la souffrance et à la mort, Cette cruauté systémique rend l'idée d'un créateur moralement intenable, en fait. la déduction de Bloom est claire. Les dieux sont juste des constructions de l'imagination humaine. L'anthropologie le confirme, d'ailleurs. Ce qui nous ramène à mon analogie de la table de café. On a le plus grand tour de magie de l'histoire. Un lapin sort du chapeau. Sauf qu'il n'y a pas de chapeau. Il n'y a pas de lapin, et surtout, il n'y a aucun magicien pour faire le tour. Ce qui est fascinant ici, c'est l'immense vide explicatif que cette déconstruction laisse derrière elle. Ben oui, parce qu'une fois le magicien viré, on fait quoi? C'est un électrochoc nécessaire. Si l'univers n'a pas été conçu de haut en bas par une intelligence supérieure... Alors il a dû s'auto-assembler de bas en haut. Exactement. Formant des atomes aveugles, décident de collaborer pour faire une cellule, un être humain. Et c'est là que le livre avance sa thèse centrale. Faut briser notre logique humaine classique. Nos règles rigides, ouais. On entre de plein pied dans ce qu'il appelle les hérésies logiques. La première hérésie s'attaque carrément à la base de la philosophie. L'idée que A n'est pas égal à A. Un rejet total de la loi de non-contradiction d'Aristote. On donne raison à Héraclite, le philosophe du flux perpétuel, celui qui disait qu'on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Ouais, ou l'histoire du bateau de Thésée. Si tu remplaces chaque planche de ton navire une par une pendant le voyage, Est-ce que c'est toujours le même bateau à l'arrivée? Aristote dirait oui, dans l'essence. Mais la physique de l'univers naissant dit clairement non. Et pourquoi la physique dit non, en fait? Parce que l'identité d'un élément dépend entièrement de sa localisation, de son contexte social. Un contexte social pour des particules, Absolument.
prend un proton libre qui navigue à des millions de degrés dans le plasma du Big Bang. Ok, il a des propriétés spécifiques. Mais si ce même proton, des milliards d'années plus tard, se retrouve piégé dans une molécule d'eau, Genre dans la rétine de mon œil? voilà, son identité a changé. Il réagit à la lumière autrement, il est soumis à des champs magnétiques différents. Son rôle social a été redéfini. Donc A n'est plus égal à A. La matière, c'est un réseau de relations, pas des objets isolés. Ce qui nous pousse directement vers la deuxième hérésie. Et celle-là, elle pique un peu. Ah oui, elle s'attaque aux maths pures. L'idée que 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Prenons les quarks, ces particules minuscules juste après le Big Bang. Si on met ensemble 2 quarks up et 1 quark down, l'univers fait pas juste une pile de 3 quarks. Non, ça engendre un truc totalement inédit, un proton. Et avec un up et 2 down, boum, un neutron. C'est ça l'innovation cosmique. Mais attends, je me fais l'avocat du diable une seconde. Si on détruit le principe mathématique de base que A égale A ou que l'addition fonctionne plus, Ouais, toute notre logique scientifique devrait s'effondrer, non? Je veux dire, les ponts, les puces de nos téléphones, ça repose sur une arithmétique rigide. ça soulève une question importante, c'est vrai. C'est une friction naturelle. Alors comment on explique ça? Il ne s'agit pas de dire que l'arithmétique est inutile. C'est un outil technologique incroyable. Mais ça simplifie la réalité pour la rendre calculable. Ah, ça la mutile en quelque sorte. Exactement. En maths pure, un bloc plus un bloc, ça fait 2 blocs. Ils se parlent pas, ils fusionnent pas. Mais dans l'univers physique, la matière est fondamentalement sociale. Quand des particules se rapprochent, elles échangent des forces. L'électromagnétisme, la force nucléaire. Et cet échange modifie leur nature même. C'est le principe de l'émergence. L'association crée des propriétés nouvelles qui n'existaient pas dans les parties isolées. Les maths amputeront toujours cette richesse relationnelle. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si l'univers déjoue l'arithmétique pour innover, Il doit aussi vaincre d'autres lois implacables. ouais, celles qui prédisent sa propre mort thermique. Je parle de l'entropie, bien sûr. L'idée que tout système fermé tend inexorablement vers le désordre. C'est la troisième hérésie. L'entropie appliquée au jeune cosmos, ce serait une erreur monumentale. Une vraie dissonance cognitive avec l'entropie, en fait. À l'école, on nous parle toujours du morceau de sucre dans l'eau chaude. Au début, la structure cristalline est parfaite, puis ils fond, et c'est le chaos tiède et aléatoire. La physique classique disait que tout l'univers devait faire ça après le Big Bang. Mais le jeune cosmos a fait exactement l'inverse. Dans ce plasma primordial, les protons et neutrons se sont pas dilués en bouillie aléatoire. Pas du tout. Ils se sont coordonnés. Ils ont généré d'immenses ondes de pression synchronisées. L'univers résonnait comme une cloche, tellement c'était ordonné. Ils grimpent un escalier de structure, ils ne le descendent pas. Ce qui amène un coup de grâce à une autre grande croyance, l'idée que l'univers bricole au hasard. C'est la quatrième hérésie. Ah oui, le mythe du hasard. Si l'entropie n'est pas la règle absolue, le hasard absolu ne l'est pas non plus. On connaît tous cette métaphore usée des singes devant des machines à écrire. Avec un temps infini, il finirait par taper du Shakespeare. L'auteur balaye cette idée. L'univers, c'est pas un chaos d'essais et d'erreurs infinies. Il y a un exemple fascinant pour ça. Exactement 380 000 ans après le Big Bang, Quand la température chute assez pour que la matière se lie. voilà, de minuscules électrons rencontrent des protos géants, 1837 fois plus massifs, je le rappelle. Face à une infinité de combinaisons farfelues possibles, ils s'assemblent pas n'importe comment. L'univers s'est limité, avec une précision maniaque, à seulement 3 types d'atomes initiaux. L'hydrogène, l'hélium et une petite trace de lithium. Pas de chaos, pas d'essai au hasard. C'est comme si l'univers était une immense boîte de Lego. Et les pièces sont programmées de manière obsessionnelle pour s'embonter que selon des règles sociales strictes. L'analogie du Lego programmé est parfaite. Et ça explique pourquoi on a été aveugle à ça pendant si longtemps. À cause de la thermodynamique du 19e siècle. Exactement, l'apogée de la machine à vapeur. Il voyait le charbon brûler et la chaleur se dissiper. Et cette illusion thermomécanique a masqué la propension déraisonnable de la matière à s'auto-organiser contre l'entropie. Ce qui nous amène à un paradoxe historique assez dingue en fait. Comment les fondateurs de la science moderne sont complètement passés à côté de ça pendant 350 ans? C'est l'angle mort de l'histoire de la science. Kepler, Galilée, Newton, ils étaient tous des créationnistes au fond. Johannes Kepler pensait que Dieu utilisait la géométrie pure pour créer. Galilée voyait la nature obéir aveuglément aux ordres d'un Dieu législateur. Et Newton, lui, il voyait Dieu comme le grand mécanicien. Il imaginait l'univers comme les horloges, les poulies et les moulins à vent de son enfance. Mais là, honnêtement, c'est pas totalement contradictoire.
Quoi donc? Ces géants intellectuels qui observaient la réalité brute, la gravité, le mouvement des astres, Ouais. qu'ils utilisent une échappatoire aussi massive que le Deus ex machina pour éviter d'expliquer l'origine de tout ça. C'est vrai que ça ressemble à une gigantesque paresse intellectuelle. Totalement. C'est une critique très juste. Mais si on relie ça à la vue d'ensemble, faut comprendre le poids des métaphores sur nous. On voit l'inconnu à travers ce qu'on connaît. Voilà. Newton vivait à l'aube de l'ère industrielle. Il y avait des machines partout. Donc il a projeté l'image de la machine sur l'univers. Et une horloge, ça s'assemble pas toute seule. La logique exigeait un mécanicien externe. Il était juste impensable de concevoir un système qui évolue et se crée de l'intérieur. C'est ce blocage narratif qui a rendu le débat des années 50 si crucial. Le fameux combat pour le récit originel. D'un côté, le Big Bang avec George Gamow. Soutenu par le pape Pie XII ironiquement. Il y voyait un parallèle avec le Fiat Lux divin. Ah, c'est vrai. Et de l'autre côté, l'état stationnaire de Fred Hoyle. Lui rejetait le Big Bang, il croyait de l'univers créer continuellement de la matière à partir du néant via un champ C mystérieux. Et le débat était féroce. Martin Ryle les attaquait violemment. La victoire finale du Big Bang a été double. Scientifique, avec le fond diffus cosmologique, mais surtout narrative. C'est-à-dire qu'on a enfin eu une flèche du temps. Une histoire de l'évolution de la matière. La science avait plus besoin de l'explication divine, elle avait un point de départ. D'accord, donc on élimine le grand mécanicien, on valide le Big Bang. Mais on n'a toujours pas résolu le mystère central. Quel est le mécanisme opérationnel pour créer tout ça à partir de rien? Si c'est pas de la magie, comment la nature fait ses merveilles? La réponse est étonnamment élégante. Ça se trouve entre l'entomologie et les équations. L'entomologie, les insectes. Prenons l'exemple des termites. Elles bâtissent des dômes climatisés de 5 mètres de haut. Pour abriter 2 millions d'individus, avec des puits de ventilation de folie. Et pourtant, il n'y a aucun plan architectural. Pas de chef de chantier. Pas de conscience globale de la structure du tout. Le secret, c'est l'itération brutale de règles très simples. Comment ça marche concrètement? Une termite individuelle a une consigne binaire. Ramasser un excrément ou un grain de terre, chercher la zone où la phéromone est la plus forte et déposer son fardeau. C'est tout. C'est tout. C'est une règle de comportement social hyper basique. Mais répété des milliards de fois par des millions d'individus, ça engendre cette complexité dingue. Le dôme est une propriété émergente de l'itération. Et on retrouve ça en mathématiques d'une façon éclatante. L'anecdote du Reed College en 61. Un prof donne à ses étudiants une liste de seulement 165 mots. Les fameuses axiomes de Peano, les règles logiques ultra fondamentales. À partir de ces seuls mots, par le pouvoir de l'itération logique, ils devaient déduire tout le système des nombres naturels. Et ils ont généré l'addition, la soustraction, puis la racine carrée. Tout le gigantesque édifice mathématique était déjà caché là-dedans. Créateur de corollaires. L'univers fonctionne exactement comme ça. Il démarre avec quelques règles matérielles de base, ces axiomes physiques. Et en appliquant ces règles sans relâche, il déduit physiquement de nouvelles formes. L'itération tire des implications toujours plus sophistiquées. L'univers n'a pas de plan caché pour le futur. Il explore juste les conséquences logiques de ses propres règles. C'est exactement ça. C'est comme un algorithme fractal extrêmement basique en fait. Tu codes une simple boucle de quelques lignes Tu la laisses tourner des milliards de fois sans intervention, et à la fin, l'écran modélise une forêt entière ou une galaxie. C'est brillant. mais ça amène une dernière énigme. L'univers agit selon ses règles invisibles. Ok. Mais comment nous, on a réussi à découvrir ces axiomes ? Comment l'humanité a inventé les mathématiques pour déchiffrer le cosmos ? C'est toute l'histoire de la traduction de la boue vers l'esprit. De la boue, ouais. Ouais. L'évolution de notre compréhension, ça s'est pas fait par des révélations divines tombées du ciel. C'est un rapport très physique à la matière. Ah, on a dû matérialiser les concepts avant de les penser, Par exemple, à Jéricho, les humains ont inventé le cercle physique en construisant des murs. bien avant d'avoir le concept géométrique abstrait du cercle en tête. Plus tard, à Cataleuic, l'invention de la brique en boue séchée au Sauvel, ça a introduit les lignes droites et les surfaces planes. Des trucs super rares dans la nature sauvage, en fait. Mais le véritable saut quantique intellectuel s'opère en Mésopotamie, Sumer et Babylone. Et l'enjeu à l'époque était super pragmatique, non? Rien de très métaphysique. Très concret. Imagine des prêtres qui gèrent les récoltes. Ils reçoivent des offrandes d'orge. Ils devaient compter ça à la main. Compter physiquement 10 800 grains un gui, ça prenait 180 heures de boulot abrutissant. L'enfer. Pour contourner ce cauchemar, ils ont inventé une technologie révolutionnaire, les traces sur l'argile.
les tables de multiplication. Ils ont traduit une réalité physique en symboles cunéiformes, Ils prenaient des trucs qui avaient rien à voir ensemble, la longueur d'un bras, des roseaux, des briques. qui les convertissaient en surfaces mesurables pour résoudre des litiges d'héritage foncier. L'objectif initial, c'était vraiment pas de comprendre le cosmos, hein. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ce passage de la boue au grain d'orge, puis au symbole dans l'argile. Bah, ça montre que la magie, c'est la traduction d'un médium à un autre. Est-ce que ça veut dire que les mathématiques n'existent pas du tout en dehors de nous? C'est une question profonde. C'est juste un ensemble de métaphores étranges que nos ancêtres ont littéralement modelées à partir de la boue pour se faciliter la vie. Il y a une nuance cruciale. Les maths reflètent des structures profondes et réelles de l'univers. Mais la forme qu'on utilise est une pure invention métaphorique. Et l'ironie historique avec les Babyloniens est géniale. Ils ont construit des zigguras incroyables avec des angles droits parfaits. Mais ils n'avaient même pas le concept mental ni le mot pour définir un angle abstraitement. Ils utilisaient la géométrie de façon totalement implicite. Et c'est en traduisant continuellement ces réalités, de la boue à l'argile, du boulier au parchemin, Qu'on a réussi à extraire l'implicite pour le rendre explicite. Et voir les modèles cachés du monde. jusqu'à calculer le mouvement des étoiles, ouais. Et voilà comment on boucle la boucle de cette plongée vertigineuse dans The God Problem. La créativité du cosmos a jamais eu besoin d'une baguette magique. Ni d'un architecte bienveillant ou d'un grand mécanicien en chef. Tout repose sur cette itération brutale, Des règles sociales simples entre les toutes premières particules. qui ont suffi à générer l'incroyable catalogue de merveilles qui nous entourent, de la danse des quarks aux intelligences humaines. L'univers se construit par le bas, en explorant toutes les combinaisons de sa propre logique sociale, matérielle. Et si on s'arrête une dernière seconde sur cette histoire fascinante des Babyloniens, ça ouvre une perspective assez troublante sur notre civilisation actuelle. C'est clair. S'ils ont vécu des siècles entourés d'angles droits sans avoir conscience de l'idée abstraite d'un angle, Une idée qui a fini par révolutionner notre façon de cartographier la géométrie de l'univers. ah, je vois où tu veux en venir. Quelle réalité massive, quelles lois cosmiques ou structures mathématiques sont actuellement sous notre nez, totalement implicites. Ça donne le vertige, c'est sûr. Ces structures sont peut-être cachées dans nos technologies les plus banales aujourd'hui, Dans les réseaux de neurones de nos intelligences artificielles, peut-être. ou elles dorment au cœur du code binaire de nos smartphones. Elles attendent juste que quelqu'un, quelque part, invente enfin le mot juste ou la métaphore adéquate. Pour que l'humanité puisse enfin les voir clairement. L'évolution de l'esprit, tout comme celle de ce cosmos sans créateur, s'arrête jamais. Elle continue de générer et de chercher ses propres corollaires. Gardons les yeux grands ouverts, donc. Exactement. La prochaine révélation tombera peut-être pas des télescopes, mais des outils qu'on a dans nos mains au quotidien. La prochaine fois qu'on imaginera cette petite table de café plantée dans le néant originel, on se souviendra que la matière n'a fait que jouer avec ses propres règles depuis le tout premier jour.